le haut du village. L'intérieur de l'église après les réparations de 1920. Remarquons les transepts, les jubés, les nouveaux bancs à l'annexe, la toile de Saint-André-Avelin au-dessus de l'autel. Cette toile avait été peinte bénévolement par un monsieur Couvrette alors qu'il venait visiter sa fille, professeure de musique. Aux funérailles du chanoine Procule Bélanger, le 19 juillet 1927. Le curé Bélanger était âgé de 84 ans et avait été curé de la paroisse durant 45 ans. Ordination à la prêtrise de Armand Laporte. Il célèbre sa première messe à Saint-André-Avelin le 12 juin 1955. Armand Laporte est le fils de M. Pierre Laporte qui fut bedeau à Saint-André-Avelin durant 57 ans. Les servants de messe sont à droite Euclide Charon et à gauche Raymond Labelle. Le père Barthélemy, Philippe Robert, fils de M. Mestayer-Robert, trappiste à Oka. Il vint célébrer sa première messe à Saint-André-Avelin dans l'église. Ce fut sa dernière visite à Saint-André, en 1922. Il vit toujours à la trappe d'Oka. Il est âgé de 83 ans. On le voit sur la photo en compagnie d'autres prêtres, enfants de la paroisse. L'abbé Polydore Major, prêtre séculier et ancien curé de Lipa, et le père Paul Quesnel, clerc de Saint-Viateur, assis au centre, le père Barthélemy, Philippe Robert. Un ancien vicaire de la paroisse, l'abbé Albert Slee, sous le règne du chanoine H. Hector Riel, a été remarquable par son empressement et sa jovialité. Il y fut vicaire durant 13 ans. Le presbytère actuel, construit en 1895, suite au feu qui avait détruit le précédent presbytère en 1892. Cette catastrophe avait été si rapide que les habitants de la maison eurent peine à échapper à la mort. M. Curé reçut des brûlures graves qui avaient nécessité les soins des médecins. Le presbytère, tel qu'il apparaît à nos yeux aujourd'hui. Monsieur le chanoine Hector Riel, arrivé à la paroisse de Saint-André-Avelin en 1927, fut en poste jusqu'en 1955. Son travail fut concentré sur l'administration paroissiale. Il acquitte les dettes de l'Église. Il fait la construction, les restaurations et l'agrandissement. À son départ, aucune dette à la paroisse. Monseigneur Réal de Varennes, 1955 à 1968, s'occupa activement des améliorations et de l'entretien du temple. En 1968, il céda sa cure à M. l'abbé Lucien Sabourin, qui s'y dévoue toujours avec un zèle inlassable. Photo de l'abbé Lucien Sabourin, au moment où il est arrivé parmi nous. En août 1890, le chanoine Procule Bélanger vit éclore une de ses plus importantes réalisations. 3 religieuses de la communauté des Sœurs de Providence arrivèrent à Saint-André-Avelin pour s'occuper d'une maison qui devait servir à la fois de couvent, d'école et d'asile pour les vieillards. Elles s'installèrent dans la maison d'école durant les premiers temps. La résidence fut commencée dès le printemps 1891 et terminée en juin 1893. C'était un édifice en pierre de 4 étages, long de 64 pieds sur 45 pieds de largeur. Le terrain, avoisinant l'église, avait été cédé par la fabrique. Dès le jour d'ouverture, on constata qu'il s'y trouvait trop étroit et on dut procéder à l'agrandissement en 1899 pour le terminer le 4 juin 1900. On remarque la partie agrandie par la pierre qui est différente sur l'édifice. La résidence du Dr Bond, située sur le terrain à l'ouest du couvent, fut achetée en 1916 par les Sœurs de Providence, puis déménagée en 1917 en bordure de la rue des Érables, pour devenir une classe spéciale où l'on enseignait l'art ménager. Cet emplacement de terrain servit à construire l'annexe du pensionnat des filles et les classes d'école pour les filles de la localité. Cette construction
date de 1917 et abrite en 1987 le CLSC de la Petite Nation. Une photo du couvent tel qu'il nous était paru jusqu'à ce qu'il soit transféré au CLSC. Au centre, Madame Lacasse, centenaire. Ses filles, 2 sœurs de la Providence. Et 4 de ses petites filles, sœurs de la Providence, qui sont encore vivantes aujourd'hui. Les sœurs Robert, filles de M. Mastaé Robert. La Banque provinciale du Canada, construite en 1918 sur la rue Saint-André du côté sud, en face du couvent des Sœurs de la Providence. L'édifice de la Banque nationale tel qu'il nous apparaît aujourd'hui. La chapelle du couvent servait aux filles pensionnaires et aux corps pensionnaires, de même qu'aux garçons du jardin de l'enfance. Les dépendances du couvent en 1932 comprenaient la grange étable, la porcherie, la boutique à menuiserie, la savonnerie et quelques résidences pour certains employés. En 1946 avait lieu l'ouverture de l'école normale de Saint-André-Avelin. Les élèves partageaient les pièces du pensionnat, alors qu'en 1948, elles occupaient la nouvelle construction. Cette construction s'était ajoutée au couvent des Sœurs de la Providence et y était reliée par la chaufferie. L'école normale a abandonné les cours en 1968. Le gouvernement du Québec acquit des Sœurs de la Providence tout le complexe. L'école normale, le pensionnat des filles et des garçons, de même que le foyer des vieillards. En 1973, on y aménagea le centre d'accueil de la Petite Nation et le centre local des services communautaires de la Petite Nation, le CLSC. L'école normale, telle qu'elle a été photographiée à la fin de la construction. On voit ici l'entrée du CLSC. Vue intérieure de la chapelle de l'école normale, qui aujourd'hui a été transformée en centre du jour. Ici, nous voyons la chapelle avant qu'elle soit décorée. Les 2 statues, dans leur alcôve, sont un don de M. Théo Corbeil. Jeux de croquet et de tennis à l'arrière de l'école normale. C'était pour les activités des jeunes normaliennes dans les années 50. Vue partielle du premier cimetière à l'arrière de l'église centenaire, avoisinant le premier couvent et hospice des Sœurs de Providence, ainsi que la photo du charnier construit en 1886. Le charnier servait à entreposer les défunts durant la saison hivernale, du 1er décembre au 15 avril. L'inhumation se faisait entre le 15 avril et le 1er mai. Depuis près de 30 ans, le charnier ne sert plus à la paroisse. Les défunts sont inhumés au cimetière, même durant l'hiver. Tout en fêtant le centenaire de notre Église, il serait bon de penser à ces nobles serviteurs de la paroisse qui, en 1969, ont reçu un témoignage d'appréciation de la part des paroissiens en présence de son premier évêque du diocèse de Hull, Monseigneur Paul-Émile Charbonneau. On reconnaît M. Omer Richer, chantre à la chorale, plus de 50 ans, Mme Rose Valois, organiste depuis de 40 ans, Monseigneur Paul-Émile Charbonneau, évêque de Hull, M. Pierre Laporte, bedeau pendant 57 ans, M. Lucien Valois, chantre et membre de la chorale près de 60 ans. Également, on fêtait Sœur Angéline, sacristienne près de 40 ans, qui n'apparaît pas sur la photo. Elle n'apparaît pas. M. Lucien Valois reçoit sa décoration de la main de l'évêque, Monseigneur Charbonneau. M. Pierre Laporte reçoit aussi sa décoration de Monseigneur Charbonneau. Autour de M. Omer Richer de recevoir la sienne des mains de Monseigneur Charbonneau. M. Pierre Laporte, à la porte de son église, reflète le bonheur. Il a un air serein à 64 ans. Ce bon et fidèle serviteur de l'église centenaire s'est dévoué sans compter son temps au service de la paroisse et pour des salaires frisant souvent le ridicule. Les aînés se souviendront sans doute
de la corvée du bois de chauffage. M. Laporte, à tous les automnes, devait encaver environ 100 cordes de bois de 36 pouces de longueur. Il transportait le bois sur une brouette à 2 roues de fer dans une cave en terre battue. Il lui arrivait à l'occasion de se faire aider par des membres de sa famille à ce dur labeur. Il démissionna de son poste en 1968 et vécut heureux jusqu'en 1981. Il était âgé de 89 ans. On revoit M. Laporte au travail en compagnie du frère Charles-Auguste, frère du Sacré-Cœur, qui enseignait à Saint-André-Avelin. Le 2 juillet 1913 fut inaugurée la grotte de Lourdes au Mont-Saint-Joseph, à quelque distance de l'église paroissiale, sur le terrain des religieuses. Par la suite, des aménagements y furent apportés pour en faire un lieu de prière, plus spécialement pour le mois de Marie et le reposoir pour la procession de la fête Dieu ou à la fête de l'Absomption. Quelques vues de la grotte de Lourdes au Mont-Saint-Joseph. Ici, dans sa niche, la statue de Saint-Joseph installée à la grotte de Lourdes. Elle a donné son nom au mont. Célébration de la messe, probablement le dimanche de l'Assomption de la Vierge Marie, le 15 août. Très belle photo du Mont Saint-Joseph. Vers 1915, peu après l'aménagement des installations sur la propriété des Sœurs de la Providence. Ces installations ont été acquises pour la somme de 1 $ par la municipalité du village de Saint-André-Avelin en 1972. L'ange de la rivière Petite-Nation à Saint-André-Avelin. Ce monument a été érigé par M. Théo Corbeil en 1922 et terminé en 1923. La statue a été achetée à Montréal chez M. Carli Petrosi, importateur italien. La base fut coulée en ciment à l'automne et la statue installée au printemps. Le courant d'eau très fort nécessita l'usage d'un chaland pour le travail d'installation. Un des enfants de la famille étant tombé à la rivière lors d'une randonnée en chaloupe vers son île au fond du Mérisier, M. Théo Corbeil remercia son ange protecteur en y érigeant ce monument. Pour terminer la partie église, un bref retour dans le passé pour admirer l'autel dans tous ses beaux atours avec ses anges et sa coupole. Un peu d'histoire sur le passé de la vie sociale de Saint-André-Avelin. On commence par la bénédiction de l'aqueduc, du réservoir et des sources par l'abbé Albert Titli, le 13 décembre 1953. On voit sur la photo M. Albert Bricot, maire de ce temps, le notaire Gigio Fréchette, qui était conseiller, l'abbé Albert Titli, que l'on reconnaît à son béret, M. Napoléon Charon, conseiller. À plusieurs reprises, la rivière Petite-Nation sort de son lit. Ici, en 1943, nous avons une idée comment l'eau s'est répandue dans les rues du village. L'eau envahit les rues et les cours autour des maisons. Partout, de l'autre côté du pont, on a dû construire des passerelles au-dessus des trottoirs de ciment. Nous voyons l'eau jusqu'autour de la maison de M. Bélanger. Sur ces passerelles improvisées au-dessus des trottoirs, nous reconnaissons André Crispin et Bernard Richer. Il nous semble que Cécile Bricot se promène pour traverser sans trop se mouiller les pieds. En bicyclette, Georges Étienne fait son brave. Mais il semble rebrousser chemin. On n'est pas sûr s'il est passé. M. Napoléon Charon relève ses pantalons pour se rendre à sa remise. Il vole au secours de ses petits animaux, lapins et cochons. On voit ici la remise. L'eau semble monter jusqu'aux fenêtres. Il est certain que les animaux
se serait mouillé. On reconnaît ici le docteur Chagnon qui a chaussé ses belles bottes pour éviter de se mouiller les pieds. Vont-ils se rendre à bon port ou y rester? C'est ce que nos messieurs, Gérald Girard, Jules Carrière ou Joseph Aubry, pourraient nous dire. Et dans la rue du Moulin, c'est avec une chaloupe que Paul et Aurélien Lavigne vont à la rescousse de ce que le courant charriait. On voit ici les conserves accrochées dans la clôture, ce qui sortait des caves et qui flottait sur l'eau. Les chevaux étaient ce qu'il y avait de plus sûr. Ici, on reconnaît M. Placide Charlebois, son épouse, Béatrice Raymond, et leur fils Marcel. Ils réussissent à passer sans se mouiller les pieds. Mais l'ange ne fut pas aussi chanceux. Pas de bottes ni de voiture, il s'est fait mouiller. Au mois de décembre 1911, le village est dans la consternation. Le feu ravage la rue principale. Un incendie qui s'est déclaré ce matin vers 4h30 chez M. Chénier, marchand, et s'est en peu de temps communiqué aux maisons voisines à causer pour 35 000 environ de pertes. Comme nous n'avons ici ni pompiers, ni pompes, ni tuyaux à incendie, la lutte des personnes de bonne volonté contre l'élément destructeur a été tout à fait vaine. Les flammes ne se sont éteintes que faute d'aliments, après avoir réduit ensemble 2 magasins, un hôtel et 6 maisons. Les 2 maisons, l'hôtel et les 6 maisons qui ont été rasées par le feu étaient situées sur la partie nord de la rue principale. En face, la maison de M. Damien Bélanger est détruite et la boutique de forge très noircie. La dernière maison près de la rivière a été sauvée. Le feu n'a pas traversé la rivière. On voit sur la photo les maisons existant de l'autre côté du pont. Le premier pont enjambant la rivière était en bois. Il est certain qu'il n'aurait pas résisté aux véhicules d'aujourd'hui. Mais admirons l'ingéniosité de nos premiers colons. Le pont, celui-là en acier, peut supporter le poids des véhicules moteurs. On voit ici que les poutres d'acier devaient être repeinturées régulièrement. C'était quasiment un jeu d'équilibriste pour réussir ce travail. Le troisième pont, celui que nous traversons aujourd'hui, semble répondre aux besoins de la population. Ce n'est pas d'aujourd'hui que le hockey est populaire à Saint-André-Avelin. D'après une photo de 1923, l'équipe de ce temps-là se composait de Horace Châtelain, Aldège Wissel, Horace Gatien, René Chénier, Eugène Séguin, le notaire Gigio Fréchette, Raoul Bélanger, Théo Corbeil, qui a dans ses bras son fils André, Aurel Leroux, Jean-Charles Leclerc et Jean-Paul Pilon. Remarquons l'équipement et surtout les patins. Pas de casque ni de grille. En 1926, nous reconnaissons Délard Séguin, Léon Morin, Jean-Charles Leclerc, Léo Charon, Henri-Claude Calvé, Gérard Bourgeois, Ernest Wissel, Romain Aubry, Jean Bourgeois, Aurel Carrière, Laurent Bélanger, André Boyer et Aldège Wissel. En 1930-31, nous reconnaissons M. Charlemagne Leroux qui a donné beaucoup pour le hockey. Pierre Aubry, René Chénier, Romain Aubry, André Boyer, Charles Leclerc, Paul Garot, Romuald Mallette, Paul-Émile Montreuil et Baptiste Martel.
Un nom qui revient souvent, Jean-Charles Leclerc, qui était gardien de but. À partir de 1938, et durant plusieurs années, on a connu la partie de hockey des quêteux. Des gens âgés se costumaient et après la partie, on passait le chapeau. Le profit était remis aux nécessiteux. Apparaissent sur cette photo la rangée du haut, Splendien Charlebois, Alex Picard, Adélard Rossignol, Émile Bélanger, Arthur Bourgeois, Napoléon Charon, Polydore Charon, Roland Tremblay, Oscar Calvé, Albert Bricot, Ernest Roussel, Rémi Calvé, Alphonse Pilon et Raoul Bélanger. Sur la rangée du bas, Henri Raymond, Joseph Crispin, Joseph Major, Romuald Lacoste, Albert Sarrazin, Omer Legault, Philippe Lacoste, fils, Joseph Aristide Bellil et M. Joseph Lacoste. En 1942, avec les frères, Debout, Yves Charon, Frère Augustin, Jean-Charles Leclerc, Bernard Bourgeois, Guy Charlebois, André Boyer. À genoux, on croit reconnaître René Bellil, Léo Angrignon, Roger Richer et Germain Bellil. Au début des années 1950, sur la patinoire de l'école Bélanger, on s'y donnait à cœur joie. Nous reconnaissons, de gauche, Ronald Legault, Pierre Bellil, Fernand Lacoste, Réal Boyer, Fernand Legault, Euclide Lacoste, Jean-Claude Tilou Berthiaume, Ghislain Boyer, Hugues Servant, Guy Bisson, Jean-Charles Charon, Bruno Charon, Germain Boyer, Hermance Lacoste. Et vous reconnaîtrez certainement des gens de Saint-André-Avelin parmi les fidèles spectateurs du temps. La chasse en 1919. M. Wilfrid Séguin et des amis, M. Théo Corbeil, René Chéné et Lucien Valois, l'entourent au retour d'une chasse qui a l'air d'être fructueuse. Ils posent fièrement avec leur trophée de chasse. M. Wilfrid Séguin avait également soin des chiens utilisés pour la chasse. Dans un hangar attenant au magasin, aujourd'hui le magasin Gendron et Plou, il les soignait durant l'été et partageait l'automne venu le plaisir de la chasse avec ses amis. Il avait l'air d'avoir du gibier dans les bois dans ces temps-là. Les sports d'été, à l'endroit où s'élève maintenant NDND, on se souvient du terrain de tennis. Nous reconnaissons Lucille Séguin et probablement Marcel Bricot qui s'adonnent à ce sport d'été. Remarquons la tenue sportive des années 1950. Non loin de l'Ange, quelques adeptes du ski nautique risquent quelques prouesses. Nous ne pouvons vous nommer qui apparaît à droite de l'Ange, mais il a l'air de s'amuser. Durant l'hiver, les randonnées en ski occupaient les loisirs de nos jeunes du temps. En ski, l'équipement différait un peu de celui d'aujourd'hui, autant du vêtement que des skis et des bâtons. Saint-André a déjà eu sa fanfare. En 1927, nous avons une photo prise du groupe de ce temps-là. Nous reconnaissons René Chéné, Bruno Quesnel, Jean-Paul Valois, Lionel Lavallée, Charlemagne Leroux, le chanoine Hector Riel, curé, M. Napoléon Charon, l'abbé Réal de Varennes, Pierre, Raoul Bélanger, Roland Quesnel, Aldège Roussel, Nestor Daou. En deuxième rangée,
Pamphile Lemire, Aurèle Carrière, le dentiste Frégin, Adélard Séguin, Pierre Aubry, Jémistaï Robert, Pete Bourbonnais, Arthur Bourgeois, Eugène Lafortune, Albert Quesnel, Alcide Bourbonnais, Philippe Séguin, Gigio Fréchette, notaire, et M. Omer Richer. Pour les personnages identifiés dans cette partie du montage, nous avons fait appel à la mémoire de ceux qui ont cru les reconnaître. Nous nous excusons s'il s'est glissé des erreurs, comme par exemple, essayons de reconnaître les personnes apparaissant lors de cette confirmation en 1913. Vous êtes-vous reconnus? Certainement la plus belle vieille maison du village. Propriété de René Boyer, cette maison a gardé son authenticité et un style bien particulier. L'extérieur n'a apparemment pas changé depuis sa construction. C'est une maison centenaire. Voici la maison de M. Octave Bisson, qui était la propriété anciennement de M. Stanislas Lavallée, premier vendeur de gramophones et d'automobiles de Saint-André. Napoléon Fillon a loué cette maison vers 1932. Il y a tenu son commerce de barbier. Nous voyons la maison qui a appartenu à M. Fédime Lacasse, qui était boucher de son métier. Son épouse, Modiste de Chapeau. M. Lacasse était le beau-frère de M. Marseillais Robert. Napoléon Fillon a demeuré une vingtaine d'années dans cette maison. Il y avait son salon de barbier, sa table de poule, et il gardait une cinquantaine de chiens. Aujourd'hui, c'est la propriété de Joanne Cardinal. Oui, qui appartient maintenant à André Bellil et qui était autrefois la propriété de M. Albert Bircot, qui a été notre cordonnier pendant de nombreuses années. Il y réparait une chaussure pour 5 à 10 cents, parfois 25 cents pour les plus grosses réparations. Cette maison était la propriété auparavant de M. Asa Bourgeois, cordonnier. Une des belles maisons du village de Saint-André, celle de M. Jules Villeneuve, avec sa belle grande galerie bien typique. Au début, c'était la propriété de M. Antoine Richard dit Hayes, anciennement hôtelier. Omer Villeneuve, postillon pendant 50 années. Joseph Sabourin, Césaire Charon y ont habité. Boudreau. Tous se rappellent que le docteur Chagnon y a pratiqué la médecine. C'était la maison qu'on nommait la maison des Lemire. Maison chez Vivi. La famille Eugène Séguin, qui était tailleur, il y avait un atelier de couture qui était opéré par Hélène et Hortense, ses filles. En 1913, cette maison appartenait à M. Olivier Martel, dit Beauséjour. Maison de Romuald Mallette, qui appartenait autrefois à son beau-père, M. Ozias Bourgeois, qui fut notre laitier pendant de nombreuses années. Maison construite vers 1920. La maison de Mme André Boyer, Marie Quesnel. C'était la maison de son père, M. Jules Quesnel, qui avait un magasin de meubles, une bijouterie, et anciennement, il y avait
un magasin de liqueurs alcooliques et propriété acquise de David Gour, qui lui l'a acheté de M. Édouard Major. M. Gour a opéré le magasin d'alcool dont nous parlions tantôt. Appartenant à Edmond Dumouchel, qui était la propriété pendant de nombreuses années de M. Émile Bourgeois. C'est une très vieille maison du village. Maison qui a appartenu à M. Napoléon Montreuil et à son fils Charles-Auguste, tous deux photographes et barbiers. Certainement, M. Montreuil a été notre premier photographe professionnel. C'est aussi une des très vieilles maisons du village. Voyons la maison de Napoléon Charon, père de Lucille, qui a appartenu autrefois à M. John Hale. Maison appartenant à Mme Michel de Guire, l'une des plus vieilles certainement de Saint-André. Tous se souviennent de la maison et boucherie de M. Eugène Bisson et par la suite son fils Paul, suivi de Guy, neveu de Paul, et ainsi de André Pilon. C'est juste à côté de cette demeure, près du pont, qu'était située la première pompe à feu du village, ainsi que ses accessoires. M. Damien Bélanger. Madame Bélanger, son épouse, fut l'une de nos centenaires. Cette maison est incendiée en 1911 au moment du Grand Feu. Reconstruite par M. Bélanger, elle fut le local de la banque. La voûte y est encore. Il y a eu pendant de nombreuses années une boutique de forme. Vieille maison, celle de M. Arthur Gour. Il fut ébéniste. Il construisait des meubles, des voitures, des cercueils. Il fut la propriété de M. Joseph Lévy, ainsi que M. Leclerc et M. Brisson. Ce que nous voyons ici est la propriété de Rémy Calvé. C'est certainement parmi l'une des plus vieilles, puisqu'elle a été construite vers 1850. Elle fut déménagée de place 2 fois. Sarah Legault Calvé était couturière. Nous retrouvons le nom de M. Delphis Millette comme propriétaire. Mme Blais, qu'on surnommait Marie Podney, fut aussi l'une des premières propriétaires de cette demeure. Maison de 3 étages de Saint-André, qu'on appelait la maison de Garot. Elle fut la demeure de M. Philippe Lacoste père et par la suite son fils Joseph. Ancien propriétaire ou locataire, Mme Gauthier, le notaire Carrier, Herménégide Villeneuve, construit vers 1885. Robot. M. Grégoire Lamiel était notre vendeur et répareur de moulins à coudre. Elle fut aussi la propriété d'un nommé Émilien Chénet qui a tenu une boutique de forge. De Yvon Houssel. Comme plusieurs se souviennent, c'est dans cette maison que demeurait le docteur Bourgault, vers 1940. Avant ce dernier, elle appartenait à M. Albert Chénet, qui avait été construit par son père Nicolas. Pierre Leroux a été aussi l'un des propriétaires. La maison que nous appelons la maison des Bombes, construite vers 1917. Avant, Gabriel Serré, forgeron, dans la vieille maison qui était construite avant cette dernière. Maintenant, cette maison appartient à Richard Pilon et sert de maison de pension pour les aînés, qui a appartenu à M. Pierre Laporte, qui fut notre sacristain pendant de nombreuses années. Elle a été acquise de son père, M. Joseph Laporte. Tessier, construit vers 1908 par le curé Laurel Bélanger, qui a été cédé
à Joseph Laporte, père de Pierre Laporte. Ce dernier la rend à Jean-Baptiste Tessier, père de Hervé. Ici, la maison de Jumahar, qui a déjà servi comme hôtel de ville et qui fut la première école de Saint-André-Avelin. Les religieuses de la Providence. Cette belle vieille maison de pierre appartenait à M. François, surnommé France Bélanger, de Georges et Odette Robert. C'est dans cette maison que M. Master Robert a élevé sa famille. Elle venait de M. Eusèbe Lacoste, appartenant à Philippe Villeneuve, qui était anciennement la propriété de M. Alex Picard. Une maison tout à fait d'un style particulier, appartenant à Réal Lancier. Elle fut la propriété de M. Isaac Demers et construite et habitée par M. Hermance Bertillon, appartenant à Marthe Major Lamarche, qui fut la propriété de Gilberte, sa mère, ainsi que son grand-père, Eugène Bisson. Au tout début, c'était la propriété de M. J.N. Vallière, un homme très important pour la société dans Saint-André-Avelin. Jean-Paul Vallée, malgré son apparence en très bon homme, c'est une très vieille maison et plusieurs propriétaires qui se sont succédés. Et nous vous présentons la plus vieille maison de Saint-André, celle que nous appelons la maison de la vieille Mornier. Aujourd'hui, elle est la propriété de Jean Brosseau. Elle a appartenu longtemps à M. Omer Hott, père de Mme Hervé Tessier. Et elle a appartenu aussi à ses descendants. Cette maison est demeurée telle qu'elle a été construite vers 1844.